Moi, je vous ai parlé de la Méditerranée et de Rome tout à l'heure. Ben, je vais vous ramener en Méditerranée. J'aime tellement cet endroit. Cette fois-ci, en fait, on va remonter encore plus loin dans le temps. Parce que mon histoire commence il y a à peu près 3000 ans, dans un pays méditerranéen qu'on appelle de lait et de miel, le pays de Canaan. Dans ce village, dans un village du pays de Canaan, vit une famille. Le père s'appelle Elimelech, la mère s'appelle Naomi, pas Noémie, mais Naomi, et les deux fils, Machlon et Kilion. C'est des enfants d'une dizaine d'années, et ces gens sont, comme la plupart des gens il y a 3000 ans dans les villages, ils ont une petite maison, une terre, quelques animaux, et ils sont très courageux pour travailler. La vie est douce, la terre est de lait et de miel. Sauf que parfois, il y a des années difficiles. La sécheresse, les animaux qui meurent, la maladie. Et à un moment donné, ils n'en peuvent plus parce qu'effectivement, il y a une année très difficile à passer. Mais ils sont courageux, ils sont un peu aventuriers, ils décident qu'ils vont immigrer. Ils ont entendu dire que de l'autre côté du Jourdain, il y a un pays qui n'a pas les rigueurs de leur pays en ce moment. Le pays de Moab, eh bien, ils vont y aller. Alors, ils confient leur maison à des voisins, à des cousins, à des amis. Ils confient leur terre à des cultivateurs qu'ils aiment bien. Et puis leurs affaires, ils les distribuent. Ils ne gardent que ce qui est nécessaire pour le voyage et pour se réinstaller de l'autre côté du Jourdain. Et les voilà partis, tous les quatre. Arrivés au pays de Moab, l'immigration à cette époque-là, c'était pas comme aujourd'hui, c'était très simple. Tu arrives dans un endroit, la terre te plaît, tu te renseignes un petit peu si elle est à quelqu'un, et t'as personne, je m'installe là. Ils construisent une nouvelle petite maison, et comme ils sont courageux, ils cultivent. Et la vie reprend pour cette famille, elle est de nouveau souriante. Elle n'est pas souriante longtemps, parce qu'Elimelech, le père de famille, on mourait facilement il y a 3000 ans, meurt. Ses fils ont un peu grandi, ils ont 16, 17 ans, l'âge à peu près où on se marie. Ma foi, ils continuent de travailler ce qu'ils ont mis en place avec leur père, et puis ils aident leur mère au jardin, etc. etc. Et puis, ma foi, à un moment donné, ils tombent amoureux de deux belles filles de Moab, et ils les épousent. Kilion épouse Orpa, et Machlon épouse Ruth. Orpa est une jeune femme plutôt timide, très attachée à sa famille, et elle rentre dans cette nouvelle famille avec plaisir. Et en fait, Naomi est très gentille. Donc, tout va bien pour elle. Et Ruth, c'est une fille beaucoup plus robuste, plus aventurière, elle a plus de caractère. Et elle, tout de suite, ils font équipe. Les trois femmes font équipe. Et ma foi, les années passent. Curieusement, Naomi, qui s'était imaginé que ses fils se mariant, elle allait devenir grand-mère rapidement, pas du tout. Il n'y a pas d'enfants qui viennent. Et pire que ça, la vie est fragile il y a 3000 ans. Les deux hommes meurent, les deux jeunes gens meurent. Accident, maladie, je ne sais pas. Mais ils meurent. Les trois femmes se retrouvent toutes seules. Voilà, sans hommes pour les protéger, sans hommes pour les aider, c'est presque impossible. Naomi réfléchit et elle dit à ces deux brus, il y a des voyageurs qui m'ont dit que dans mon pays, d'où je suis venue il y a 10 ans, maintenant ça va mieux. Le lait et le miel coulent de nouveau et moi j'ai envie d'y retourner. Là-bas, il y a ma famille, il y a mes cousins et je serai prise en charge par ma famille. Si vous voulez, venez avec moi. Les deux brus disent d'accord. C'est pas facile de prendre cette décision. Là, cette fois-ci, les deux jeunes femmes quittent leur pays. Seules, elles n'ont pas de protecteur et puis ça veut dire quitter leur famille, quitter leur religion, quitter leur langue, quitter leurs coutumes. Mais elles ne sont pas toutes seules, elles sont avec Naomi, qui est si gentille. Fait que les voilà parties, et arrivées au bord du Jourdain, au moment finalement de passer le gué, Naomi s'assied, puis elle les regarde, elle leur dit « Réfléchissez bien, si vous voulez partir dans vos familles, c'est le moment. Moi, j'ai plus de fils à vous donner. Vous n'avez pas de raison de rester avec moi. Je suis vieille, même si je me remariais maintenant, mes fils, ils seraient grands dans tellement d'années que vous serez vieille à votre tour. Reprenez votre liberté, retournez chez vos parents. » Orpa
qui est tellement attachée à sa famille, se lève, puis elle embrasse Naomi, elle embrasse son amie Ruth, et elle s'en va. Elle préfère rester chez elle. Alors Naomi se tourne vers Ruth et elle lui dit, mais fais pareil, suis ton ami, retourne chez toi, tu te rends compte ce que ça représente de venir avec moi? Je suis une vieille femme, tu vas m'avoir à ta charge, et puis tout ça c'est nouveau pour toi, tu parles même pas notre langue. Ruth dit non. Je me suis liée à toi il y a quelques années par l'intermédiaire de ton fils, mon mari. Je t'aime et je veux aller là où tu vas. Là où tu mourras, je mourrai. Je veux épouser ta religion. Je veux parler ta langue. Je veux connaître ta famille. Je te suis. C'est sûr que Naomi, elle ne va pas refuser. Hein. Elle est contente. Fait que, elle se passe bras dessus, bras dessous et elle traverse le gué. Et puis elle marche jusqu'au village de Naomi. Là, les gens la reconnaissent. C'est Naomi, elle est revenue. Mais oui, c'est moi. Je ne reviens pas tout à fait dans les mêmes conditions. Je suis tellement triste. Je suis partie avec 3 hommes et je reviens seule, juste avec cette jeune femme qui m'accompagne. Mais les gens disent, t'en fais pas, installe-toi dans ta maison, sa maison a été bien entretenue, reprends ta place, on va t'aider au départ. Effectivement, la famille amène de quoi garnir la maison qui était évidemment vide. Et puis, la terre, elle continue d'être cultivée par les cousins et les gens à qui elle l'a confiée. Quelques jours passent, évidemment, Ruth, les 2 femmes, elles n'ont pas de protecteur, elles ne sont pas capables de survivre complètement seules. Là. On est il y a 3000 ans avant Jésus-Christ, comme aujourd'hui, où les femmes, elles bricolent, elles font tout ce qu'il faut. Là. Ce n'est pas le cas du tout. Donc à un moment donné, Ruth dit à Naomi, écoute, c'est le temps des récoltes, en ce moment, c'est la moisson du froment qui démarre. Moi, je voudrais te demander l'autorisation d'aller glaner derrière les moissonneurs. C'était la tradition partout, on glanait derrière les moissonneurs, c'est-à-dire on ramassait ce qu'ils n'avaient pas pris. Et Naomi dit, c'est une bonne idée, va demain matin, va dans les champs et regarde, et puis demande la permission, et c'est une bonne idée. Au petit matin, avant que le jour se lève, la jeune et belle Ruth quitte le village, elle n'a pas longtemps à marcher, tout de suite, il y a un champ où les moissonneurs sont déjà rassemblés, elle demande l'autorisation de marcher derrière eux, et tranquillement, elle ramasse les épis qui sont tombés derrière et elle remplit la poche qu'elle a attachée autour du ventre. Elle la remplit. Et puis la matinée avance et à un moment donné dans la matinée, le propriétaire du champ arrive sur un beau cheval. C'est un homme d'un certain âge et puis là, il appelle son contremaître et il demande un peu des nouvelles de la journée. C'est le premier jour des récoltes, alors il enquête, est-ce que le froment est bien sec, est-ce que les grains sont bien remplis, comment ça se passe, est-ce que les ouvriers travaillent bien, tout va bien et le contremaître fait un compte-rendu qui est très positif, donc le propriétaire est content. À un moment donné, il dit, la fille qui glane derrière vous, là c'est qui? Ah c'est une jeune femme qui vient d'arriver dans le village et puis elle a demandé l'autorisation de glaner, puis vraiment c'est une fille super courageuse. Elle est arrivée au petit matin, le jour était à peine levé, et depuis, elle n'a pas levé, elle a le dos courbé depuis ce moment-là. Elle ramasse, puis elle est discrète, elle ne fait pas d'histoire. Vraiment, c'est une fille formidable. Alors, le propriétaire appelle Ruth et lui dit, « Jeune femme, tu es avec mes serviteurs maintenant dans ce champ de froment. Eh bien, pendant toute la récolte, suis-les de champ en champ. Ne les quitte pas, je vais donner des ordres pour qu'ils t'acceptent parmi eux. Et non seulement ça, mais va manger avec eux à midi. Va les rejoindre, va boire l'eau qu'ils ont puisée. Trempe ton pain dans le vinaigre avec eux, prends de l'huile et sois comme si tu étais une de mes servantes. » Ruth tombe à terre et dit, « Seigneur, mais pourquoi tu me traites comme ça? » Mais parce que je te connais. Je suis un cousin d'Elimelech et quand Naomi est revenue avec toi, j'ai su que tu avais quitté ton pays, quitté ta religion, quitté ta langue, quitté tes amis, quitté ta famille, pour venir t'installer chez nous. C'est beaucoup de courage et en plus on me dit que tu es très travaillante. Je pense que c'est de mon devoir de t'accueillir avec les bras ouverts et puis de faire que tu seras heureuse parce que finalement tu viens avec toute ta force de travail ici et je t'en remercie beaucoup. Et la fille, elle n'en revient pas.
Elle ne s'attendait pas du tout à un accueil pareil. Alors à midi, elle va manger avec les serviteurs, et puis ma foi, petit à petit, elle s'insère dans l'équipe, mais elle reste toujours à sa place, derrière. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que le propriétaire a même dit à ses ouvriers, laissez tomber des grains derrière vous pour qu'elle en ramasse plus. Ma foi, les jours passent. Le premier soir, quand elle rentre chez elle, elle a ramassé un 30 litres de grains quand même, une fois décortiqué. Elle arrive chez Naomi avec son 30 litres, son gros sac de grains. Et puis en plus, elle a gardé de la nourriture de midi. Elle n'a pas tout mangé, elle en a gardé. Alors quand elle arrive à la maison de Naomi, ce premier soir, elle pose tout ça sur la table. Naomi lui dit, mais tout ça, elle explique que le propriétaire est venu, puis elle l'a pris un peu sous son aile, puis lui a souhaité la bienvenue. Alors Naomi dit, dis-moi son nom à ce propriétaire. Alors elle s'est renseignée, elle a entendu les gens parler dans la journée, elle lui dit, il s'appelle Boaz. Oh, c'est un cousin de mon mari. C'est donc, c'est normal qu'il t'ait bien accueilli parce qu'il nous connaît très bien et c'est un bon ami, c'était un bon cousin. Ils étaient très amis avec Elimelech. Alors, ma foi, les jours passent et puis la récolte de froment avance. Puis la fille, elle reste toujours avec les serviteurs. Elle change de champ, elle continue. Puis la récolte d'orge commence et elle continue. Et chaque soir, elle ramène vraiment de quoi mettre finalement leur petite famille, leur couple à l'abri du besoin. Ma foi, la saison des récoltes avance tant qu'à un moment donné, on en est à battre les grains et ça va être fini. Et Naomi, elle s'est aperçue quand même que Ruth, qui a été prise un peu en charge par l'équipe, elle est jeune et elle aurait besoin peut-être de prendre son envol. Alors elle lui dit, écoute, ça fait quelques mois qu'on est rentré, puis ça fait quelques mois que les gens te connaissent dans le village, je vais te proposer quelque chose. Le soir de la grande fête des récoltes, une fois que tout est battu, il y a une grande fête et les gens qui ont participé à ces récoltes, les serviteurs, le maître, tout le monde là, vont faire la fête, ils vont boire, ils vont bien manger et après évidemment ils vont s'écrouler dans les coins. À ce moment-là, toi tu vas repérer où va se coucher Boaz et il y a une tradition dans notre pays, tu la connais peut-être pas, c'est peut-être pas comme ça chez toi, mais je te le dis, quand on veut avoir la protection de quelqu'un, on se couche à ses pieds. Et à ce moment-là, il comprendra que tu demandes sa protection personnelle. Fait qu'elle fait ça. Elle surveille où Boaz va se coucher. Il se couche dans l'air battu. C'est le patron quand même, donc il va se coucher avec tout le monde. Il est dans une belle aire, toute bien dégagée. Il se couche là, tranquille. Et puis il s'endort. Et là, la fille, dans le noir, elle se glisse à ses pieds et elle se couche à ses pieds en travers. Et puis ma foi, elle attend. Elle est tellement énervée qu'elle ne dort pas. Et à un moment donné dans la nuit, il se passe que Boaz, en bougeant, touche. Mais il est tout seul dans l'air. Quand il s'est couché dans l'air de battage, il était tout seul. Puis là, il sent qu'il y a quelqu'un là. Il redresse la tête dans le noir et il dit « Qui est là ?» Et elle répond « C'est Ruth, votre servante, que vous avez pris en amitié. Viens ici qu'on bavarde. » Ça fait qu'elle glisse à côté de lui et elle se couche le long de lui, face à face, et ils discutent. « Pourquoi tu fais ça ?»« C'est Naomi. Comme vous êtes son cousin, vous pouvez racheter sa maison, sa terre, et vous pouvez la prendre vous pouvez la prendre, elle, sous votre protection, et moi aussi. » Boaz, qui avait déjà vraiment très remarqué la fille, il est assez ému, puis il lui dit « Je suis vraiment surpris que tu m'aies choisi moi comme protecteur. Pourquoi t'es pas allé voir un des beaux jeunes gens là, un des beaux serviteurs, magnifiques, forts, plein de désirs, superbes ?» La fille, elle ne répond pas. Et donc il dit, je suis très très flattée, et oui, je vais faire ça. Je vais m'arranger pour racheter la propriété de Naomi et te prendre sous ma protection. Demain, je m'en occupe parce que je ne suis pas la personne la mieux placée pour vous racheter. Il y a quelqu'un d'autre avant moi. Donc les traditions du pays en question étaient que c'était comme ça. Quand une femme était veuve, eh bien, ses biens étaient rachetés par un cousin et il y avait une préséance dans les cousins. Fait que le lendemain matin, il appelle quelques personnes qui sont des notables du village. Il leur dit « Venez avec moi sur la place, on a quelque chose à traiter. »
Les affaires ne se traitaient pas comme aujourd'hui avec des signatures au bas des contrats. C'était juste, devant témoins, on prenait des engagements et puis c'était tout. Le témoignage des autres suffisait. Si les engagements n'étaient pas tenus, les autres allaient bannir la personne qui finalement avait menti et était devenue infidèle. Alors, quand l'homme, qui est le cousin le plus proche d'Elimelech, arrive sur la place, Boaz s'approche et lui dit « Tu es le cousin le plus proche d'Elimelech et tu peux racheter la propriété de Naomi, parce que j'ai appris que Naomi mettait sa propriété en vente. » Ah, le cousin dit « Ça m'intéresse. La maison, la terre, ça m'intéresse. J'achète. » Et Boaz lui dit « La terre, la maison, je comprends que tu achètes, mais dans la maison, il y a une femme, c'est Naomi. Il faut que tu achètes sa protection aussi. Elle va avec, et avec Naomi, il y a sa Ruth. Il faut que tu l'achètes aussi. » L'autre, il dit « Mais moi, j'ai déjà une famille, j'ai une femme, je ne vais pas avoir d'histoire. Hein. Là, ça ne va plus. Je veux bien la maison et la terre, mais je ne veux pas les femmes. » Bon, alors Boaz dit « Alors, tu ne peux pas acheter. Moi, j'achète. Est-ce que tu es d'accord pour que moi, j'achète? Je suis le second dans la liste, toi, le premier, tu ne prends pas, moi, je prends. » L'autre dit « D'accord. » Et le signe à cette époque-là pour dire qu'on était d'accord dans un contrat devant tous les notables rassemblés qui écoutent et qui notent dans leur tête, c'est de sortir sa sandale et de la donner à celui qui fait l'affaire. Donc, le cousin numéro 1 sort sa sandale et la donne à Boaz. Et voilà, l'affaire est conclue. Et la vente est faite. C'est tout simple. Donc, Naomi va couler des jours heureux jusqu'à sa mort parce que maintenant, elle a un protecteur. Puis finalement, Ruth aussi, elle a un protecteur. Elle a un tel protecteur que quelques mois plus tard, au moins 9, naît un petit garçon qui va s'appeler Obed. Et de Obed naîtra Isaïe. Et Isaïe aura un fils qu'on appellera David. David est un petit berger de rien du tout, mais tellement astucieux qu'il va triompher d'un gros paysan méchant qui s'appelle Goliath, et à tel point que ce petit David-là, de rien du tout, il va devenir le roi de son village, le roi de sa région. Son village s'appelait Bethléem. Et donc il va devenir le roi. Oh, c'est pas un gros roi, là, comme on imagine maintenant, c'est un petit roi athlète, mais quand même, il va écrire de tels beaux textes qui va passer à la postérité, puisqu'on tout le monde connaît le roi David. Et quelques générations plus tard, à Bethléem, dans la lignée du roi David, naîtra un certain Youssouf. Ce Youssouf-là va émigrer à Nazareth, où il est charpentier, donc il va traverser une partie du pays pour aller s'installer à Nazareth. Et à Nazareth, il va épouser une certaine Mariam. Quand Youssouf épouse Mariam, il est pas mal plus vieux finalement. C'est un peu comme Ruth et Boaz. Boaz était d'une génération et la fille était de la génération en dessous. Pour Youssouf et Mariam, c'est à peu près pareil. Ça n'a pas empêché que Mariam ait un petit garçon qu'elle a appelé Yeshua. Yeshua, en Afrique noire, ça se dit Issa. Et chez nous, ça se dit Jésus. Et cette histoire de Jésus, on en parle encore aujourd'hui. C'est dingue. Ça fait que Ruth et Boaz, s'ils ne s'étaient pas rencontrés, s'il n'y avait pas eu cette histoire, cette alchimie entre eux, peut-être que de Jésus, on ne parlerait pas. Puis maintenant, il faut penser à une chose, c'est qu'on parle toujours en ce moment beaucoup la famille idéale, un père, une mère, bien, un jeune, tout ça. Franchement, dans la Bible, il y a des exemples que c'était pas toujours ça. C'était un vieux avec une jeune, c'était des gens socialement complètement décalés, c'était des immigrés, etc. Donc, c'était pas plus simple que maintenant. Et donc, voilà comment Jésus a une arrière-grand-mère immigrante qui parlait même pas sa langue, qui parlait avec un accent coupé au couteau, et qu'on parle encore de lui. C'était un conte biblique. Oui. Alors, moi je vais vous parler de mon arrière-grand-tante, ma grand-tante en fait. C'était la sœur de ma grand-mère. Et elle s'appelle Étiennette. Étiennette, on est dans les années 20 à peu près, et une partie de ma famille, cette partie de ma famille, est bourguignonne. Donc, en Bourgogne, il y a une ville qui s'appelle Chalon-sur-Saône, qui est bordée par la Saône, et de l'autre côté de la Saône, il y a un village qui s'appelle les Épervans. C'est un village de maraîchers.
Et Étiennette, avec son mari, le gros Claude, comme on l'appelait, était maraîcher aux Épervans. Alors, ma foi, toute la semaine, ils ramassaient des légumes, puis leur façon de vendre leurs légumes, comme sans doute beaucoup de maraîchers à cette époque-là, c'était les marchés de la ville de Chalon-sur-Saône. Fait qu'ils allaient vendre, il y avait 3 marchés, il y en avait un le lundi, un le mercredi et un le dimanche. Ils faisaient les marchés de la semaine ensemble, mais celui du dimanche, comme le gros Claude, il était quand même assez fatigué par sa semaine de travail, il était très corpulent, vous avez pu le comprendre, c'était elle qui faisait le marché du dimanche. Tous les dimanches, alors que le jour n'était pas encore levé, ils se levaient, eux, pour aller ramasser le produit phare de leur entreprise qui était les épinards. Donc ils ramassaient les épinards qu'ils mettaient dans une grande carriole et elle s'attelait à la carriole et pendant que le jour se levait tranquillement, elle marchait jusqu'à Chalon-sur-Saône pour aller rejoindre la place du marché au pied de l'église et elle vendait ses épinards. Ce jour-là, tout se passe bien, elle arrive sur la place du marché avec ses épinards et puis, pourquoi, on ne sait pas, mais elle les a vendus très vite. Au lieu que ça aille jusqu'à midi, à 10h30, elle avait fini. Elle se dit, aubaine, pour une fois, il faut que je vous dise qu'elle parlait avec un accent bourguignon à couper au couteau, pour une fois, je vais pouvoir visiter le marché puis faire mes commissions, mes courses tranquillement. Fait que c'est ce qu'elle fait. Elle marche à travers le marché, elle achète le fromage, elle achète le poulet, elle achète tout ce qu'elle a besoin, et puis qu'elle met dans sa carriole. Et puis finalement, à un moment donné, elle a fini, mais elle continue à se promener. Elle est comme en vacances. C'est une jeune femme, hein, Étiennette. Son mari aussi, il est jeune, même s'il est gros. Et là, elle a vise dans un coin du marché un attroupement, un attroupement de gens, mais elle ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. Elle s'approche et elle découvre à l'intérieur de l'attroupement un homme assis par terre, les jambes croisées, à moitié nu. Sur la tête, il a un genre de turban blanc, puis il a une espèce de couche autour des reins qui lui cache ce qu'il faut cacher, puis le reste c'est tout nu. Il n'est pas gras, il est vraiment maigre. Et qu'est-ce qu'il fait là? Il a une flûte et il joue la flûte. Il suille. Et devant lui, il y a des espèces de paniers qui ont le couvercle légèrement entrouvert, et au fur et à mesure qu'il suille, il y a une corde qui sort du panier puis qui commence à se dandiner. Puis là, tout le monde est autour. Il y a 2 ou 3 paniers, puis il y a 4 ou 5 cordes qui se dandinent, puis qui se croisent, puis qui font comme une chorégraphie. Et Étiennette, elle n'en revient pas, elle n'a jamais vu ça. Mais les gens du village n'ont jamais vu ça, les gens qui sont là n'ont jamais vu ça. Donc tout le monde est ébahi et regarde cet homme qui suit et qui fait danser les cordes. Parfois le temps passe et à un moment donné, il est midi, on entend sonner midi au clocher de l'église et les gens commencent à s'en aller, à ranger leurs étalages. Et Étiennette, elle est toujours là à regarder l'homme qui suit. À un moment donné, l'homme qui suit, il arrête de suyer puis il commence à ranger ses affaires, lui aussi il va s'en aller. Puis quand il a tout rangé, tout fermé ses espèces de couffins, puis rangé son flutio dans sa poche, il se change. Il met un pantalon normal, il met un marcel, une camisole, les bretelles, les bricoles, on dit ici. Et puis, il enlève son turban, à la place, il met une bâche, une casquette, et là, il ressemble plus tellement... Mais il avise tout d'un coup Étiennette, puis il lui dit « Oui, madame, vous vouliez me parler ?»« Ben, certain que je veux te parler, mon petit gars. C'est quoi que tu fais là? Tu fais dresser et danser les cordes. Es-tu capable de faire dresser n'importe quelle corde? Ça dépend. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je vais être franc avec toi, mon ami. Mon gros Claude, là, il a beau être jeune et robuste, la corde qu'il a entre les jambes, elle se dresse plus. Puis moi, ça me contrarie. Alors, est-ce que tu penses que tu serais capable, si je t'invite à la maison, de la faire dresser? Le gars, il réprime évidemment le fou rire, puis il dit, je sais pas, là. Je te payerai, mon petit gars. Tu peux essayer. Si ça marche pas, je te donne 5 francs. Si ça marche, je te donne 10 francs. C'est
qu'à l'époque, 1920, 5 francs et 10 francs, c'est comme qui dirait 100 dollars maintenant, ou 200. Fait qu'il dit, on peut essayer. Après tout, il n'a rien à perdre. Alors, ils s'attellent tous les deux à leur carriole, et l'un suivant l'autre, ils traversent le pont et ils s'en vont aux Épalvans. Arrivés aux Épalvans, ils rentrent dans la ferme. Il est 2 heures de l'après-midi, c'est le plein été, il fait chaud, il n'y a pas un bruit autour d'eux, personne dans la cour, les animaux sont cachés à l'ombre. Il range sa carriole sous un appentis, et puis elle lui fait signe de rentrer dans la maison. C'est pas vrai qu'on n'entend pas un bruit, on entend le gros Claude qui ronfle. Alors elle fait signe et il monte l'escalier jusqu'à la chambre. Le ronflement devient énorme. Et elle le fait rentrer dans la chambre, elle lui tire à côté de la porte, et elle lui dit, maintenant tu vas suyer. Et elle s'assied à côté du lit, elle se met les coudes aux genoux, puis là, elle commence à regarder le drap, il faut regarder. Alors, la chambre est dans la pénombre, les volets sont assez quand même repoussés, c'est plein été, mais par contre la fenêtre est très grande ouverte, et évidemment, l'été en Bourgogne, surtout dans une ferme, il y a beaucoup de mouches. Donc la chambre est remplie de mouches, et le gros Claude qui ronfle comme un malheureux, il est emballé dans ses draps pour se protéger des mouches. On ne le voit pas, mais on l'entend. Fait que le garçon, il sort son flutio, puis il commence à suyer. Puis il y a la belle Étiennette qui est là à côté, puis qui regarde le drap, ça ne bouge pas. Suie un peu plus fort. Et il suit, puis ça ne bouge pas. Bon, au bout de quand même de 3-4 minutes, il dit, mais vas-y quoi, je sais pas. Et là, tranquillement, tout d'un coup, il y a comme un frémissement dans le drap. Oh, Étiennette retient son souffle. Le garçon écarquille les yeux comme ça. Il sue, mais alors là, il sue avec énergie. Et effectivement, il se passe un truc incroyable, c'est que le drap, tout doucement, se redresse et commence à se soulever, tout doucement. Étiennette, elle a les yeux qui commencent à devenir exorbités, puis elle attend que le drap se soit redressé d'une hauteur qui lui paraît raisonnable. Et là, elle lui dit, maintenant c'est bon, tu t'en vas. Elle lui file ses 10 francs, elle lui ouvre la porte, clac, elle ferme le truc, elle enlève sa petite robe d'été, elle se précipite vers le lit avec sa petite tente au milieu, elle arrache le drap, et là, nom de Dieu, le gros Claude est couché sur le ventre et il a le verre solitaire.